Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Il n'y a pas vraiment d'heure sur Internet. Chers auditeurs, chères auditrices, aujourd'hui je vais vous narrer une petite histoire, celle du transhumanisme. Cette idée m'est venue en lisant l'incroyable histoire de l'immortalité, l'épopée du transhumanisme, et signée du dessinateur Philippe Bercovici et du journaliste Benoît Siman. Pour comprendre le transhumanisme, il faut remonter dans le temps, jusqu'à dans l'Antiquité. À cette époque, on y racontait les mythes de la fontaine de jouvence ou de l'élixir de longue vie, des symboles de perpétuel rajeunissement. En Mésopotamie, une des œuvres littéraires les plus anciennes de l'humanité raconte l'épopée de Gilgamesh, en quête d'immortalité. Au IIe siècle de notre ère, à Alexandrie, il y a eu le gnosticisme, une des premières hérésies chrétiennes qui considérait le corps et le monde matériel comme des obstacles à la connaissance spirituelle. Plus tard, au Moyen-Âge, le règne hégémonique des religions, aussi bien d'un point de vue politique, culturel et spirituel, résout la question de l'éternité avec une promesse, celle de la vie après la mort. Après la mort vint la Renaissance. Il y a eu l'apparition de l'humanisme qui tend à rehausser la dignité, la valeur et le bien de l'être humain. L'humain veut alors écrire sa propre histoire, devenir le propre acteur de son temps. On peut également citer le lion mécanique de Léonard de Vinci comme précurseur de la robotique et une ode à la technique. À la suite de cette renaissance, un mouvement philosophique et intellectuel majeur en Europe est apparu, les Lumières. Ce mouvement profondément progressiste et réformiste des institutions a donné une impulsion fondamentale à la science et à la raison. Nicolas de Condorcet, mathématicien et figure majeure des Lumières, spécule quant à l'application possible des sciences médicales à l'extension infinie de la durée de vie humaine. Charles Darwin dit, je cite, « Il devint très probable que l'humanité telle que nous la connaissons n'en soit pas au stade final de son évolution, mais plutôt à une phase de commencement. » En effet, certains estiment que l'évolution darwinienne est trop lente, que la condition biologique des êtres humains est largement satisfaisante. Nous avons alors à devenir des post-humains, en nous défaisant de l'héritage biologique qui est celui de l'humanité, et par la prise en main de notre propre évolution. Alors, les progrès de la médecine, de la technologie, de l'informatique, de la robotique et de tout ce qui peut s'apparenter aux sciences et à l'intelligence artificielle pourraient libérer l'humanité de cette dotation biologique insuffisante et théoriquement impossible à franchir. Ainsi, aspirer à une existence plus épanouie, plus féconde, augmenter alors de façon radicale les performances des êtres humains, en développant de façon extraordinaire les capacités sensorielles et intellectuelles limitées, déjà et peut-être en leur conférant des capacités tout à fait nouvelles. Se libérer des fléaux tels que la maladie, la misère, la vieillesse, l'handicap ou la mort prématurée. Se libérer à la soumission de l'individu à des émotions mal contrôlées. Alors, qu'est-ce que le transhumanisme ? Dû à la complexité de l'histoire et des aspirations humaines profondes, il n'y a pas de définition générale, consensuelle du transhumanisme. La masse des transhumanistes n'est donc pas uniforme. Avant de vous parler de toutes ces définitions, je voudrais vous présenter un certain Jean Coutreau, ingénieur français et précurseur du terme transhumaniste. À partir de 1935, Jean Coutreau développe la philosophie transhumaniste comme un concept très général, un ensemble de recherches et de méthodes à vocation prédictive et opérationnelle et vérifiable scientifiquement, permettant ainsi le développement de l'humanité et visant à unifier les grands courants de pensée malgré leurs clivages et leurs différences, afin de fédérer, donc trans, les humains. Ainsi, dépasser les stades antérieurs de l'analyse rationnelle et de la construction expérimentale et les transcender. C'est comme ça que le définissait Jean Coutreau. En son temps, il était un des premiers auteurs à utiliser ce terme. Le transhumanisme de Coutreau avait bien des points communs avec le transhumanisme tel qu'on l'entend aujourd'hui, mais n'est pas tout à fait le même. Coutreau, dans ses propres termes, voulait un humanisme économique, qui, d'ailleurs, est le titre d'un premier essai sur la question en 1937. En 1939, dans un document intitulé « Ébauche d'un transhumanisme », Coutreau explique les concepts qui l'ont mené au terme de transhumanisme. Je cite, « Une foi quasi mystique en l'humanité, son développement et son progrès. Contrairement au transhumanisme contemporain, il ne s'agit pas d'un développement évolutionniste touchant l'homme dans sa nature, mais plutôt au niveau des techniques et de la culture. 2. La mise en avant de l'importance des sciences humaines, indispensable selon lui au développement de l'humanité et à sa concorde. 3. L'importance de la raison dans la mise en œuvre, une raison humaniste et non froide et égoïste. Enfin, afin de formaliser, englober
et les évolutions culturelles, il scinde son raisonnement en deux axes. Petit a, pour tout ce qui concerne l'évolution de la science et des techniques, il appelle cela l'additivité rationnelle. Il vient du fait de faire que chaque génération augmente et amplifie les découvertes des générations précédentes. Petit b, pour tout ce qui est culturel et artistique, il appelle cela les cycles de sensibilité, où chaque génération ne fait pas mieux que les précédentes, mais développe de nouveaux domaines de sensibilité. Maintenant, on va faire un bond dans le temps. On est en 1957. Julian Huxley, frère de l'écrivain Aldous Huxley, démocratisa le terme transhumanisme en le définissant comme un homme qui reste un homme, mais se transcende de lui-même en déployant de nouveaux possibles de s'extraire à sa nature humaine. Les transhumanistes prétendent incarner un nouvel humanisme plus radical, une forme de post-humanisme qui ne vient pas seulement après l'humanisme, mais qui va au-delà, considérant l'humanisme comme mode de pensée essoufflé, alors faisant de la technique le cheval de bataille. D'autres visions du transhumanisme existent. On peut citer le transhumanisme et la philosophie qui dit que nous pouvons et nous devrions nous développer à des niveaux supérieurs à la fois physiquement, mentalement et socialement en utilisant des méthodes rationnelles. Une autre définition pourrait être le transhumanisme est l'idée que les nouvelles techniques vont probablement tellement modifier le monde d'ici un siècle ou deux que nos descendants ne seront plus des humains sous de nombreux aspects. Donc voilà ce qu'on pourrait dire déjà du camp des plus optimistes, des utopistes. À ce stade-là, il est utile de nuancer cette histoire. Le généticien Haldane, autre pionnier influent de la pensée transhumaniste, met en garde que ces avancées seront accueillies comme autant de blasphèmes et de perversions, indécentes et contre nature. Alors surgissent des personnalités situées entre le génie et la dinguerie. Dans le camp des dystopistes et contradicteurs, certains affirment que le projet transhumaniste est dangereux, illusoire et d'ailleurs irréalisable, qui n'est qu'une mise en condition pour la robotisation universelle. D'autres avancent, à juste titre, qu'il y a plus urgent à faire dans un monde dévasté par la misère, la guerre, les urgences environnementales et les inégalités, que de faire advenir des formes de vie futures. Luc Ferry avance que les transhumanistes voudraient livrer l'homme à la technique dans le cadre d'un projet dément d'effacement de toutes les frontières. Cela revient à faire du transhumanisme une adhésion à la technique sans recul et en négligeant tout garde-fou. Comme un désir narcissique de la transcendance du corps humain, en quête d'une manière toujours plus intense, plus vive et plus exquise de vivre. On abandonne alors les visées de l'humanisme, abat les réformes des institutions humaines, de la philosophie des Lumières et des politiques progressistes de justice sociale. Ainsi, il est fondamental d'étudier les répercussions et les dangers potentiels des techniques qui nous permettent de surpasser les contraintes inhérentes à notre nature humaine, en plus de l'étude des problèmes éthiques que soulève l'élaboration et l'usage de certaines techniques. Comme vous l'aurez compris, le transhumanisme est un débat qui divise entre ceux qui pensent qu'il s'agit de l'idée la plus dangereuse du monde et ceux qui, au contraire, répondent que c'est le mouvement qui incarne les aspirations les plus audacieuses, courageuses, imaginatives et idéalistes de l'humanité, un carrefour entre utopie et dystopie. Ma position personnelle est la suivante. Je pense qu'il est tout à fait naturel pour l'humain de s'artificialiser. L'artificiel n'est pas une création qui échappe aux lois de la nature. L'artificiel est consubstantiel à la nature dont nous faisons partie. De plus, l'expérience de la vie est si peu probable que nous voulons tous la prolonger et l'améliorer, voire l'étendre à l'infini. D'éliminer toute souffrance potentielle que nous pouvons rencontrer dans le parcours sinueux de la vie. Ce qui a changé depuis l'époque de Gilgamesh, c'est que maintenant, entre le mythe et le réel, il n'y a plus qu'un pas technologique et technique. Ce pas-là doit être mesuré par rapport aux aspirations collectives. Elles doivent donc susciter un débat contradictoire dans le cadre de la démocratie pour pouvoir créer un cadre législatif qui serait un pare-feu ou un garde-fou contre tous les Frankenstein. Ce n'est pas parce que nous pouvons faire quelque chose que nous devons faire cette chose. Le développement technologique a un prix. Quand on connaît la dette écologique, est-ce la priorité du monde actuel que de faire une course vers le sommet de la pyramide technologique? Je ne crois pas. Parfois, je me fais des films dans ma tête. Comme la Terre est éternelle par rapport à notre temps de vie et que l'urgence climatique ne le fera pas succomber, on pourrait contourner le problème par l'augmentation de nos capacités à vivre dans des environnements plus extrêmes. Mais bon, si ma fiction est vraie, ce qui est probable à 10 puissance moins 34%, cela va exacerber les inégalités humaines entre ceux qui peuvent se le permettre et ceux qui ne peuvent pas se permettre de vivre sur Terre. Merci de m'avoir écouté, c'était Les Curieux. Abonnez-vous, partagez et n'oubliez pas de rester curieux car la curiosité n'est pas un vilain défaut mais une qualité fondamentale. Je vous fais de gros bisous. Tchuss! Future's now, old man.